Lorsqu'un régime devient surpuissant, l'arrogance de ce dernier le mène à devenir avide, inégalitaire, voire complètement corrompu. La République galactique fêtait ses 1000 ans d'existence en -32 avant la bataille de Yavin. Elle était persuadée de sa grandeur et de sa domination acquise après des siècles d'épreuves. Des bâtiments splendides, un ordre Jedi à son service, une lumière radieuse éclairant jusque dans la bordure extérieure, sans adversaire capable d'assombrir cette lumière qu'elle s'est attelée à entretenir pendant un millénaire. Aussi belle était-elle, elle était pourtant devenue aveugle et sourde face aux grognes qui grandissaient aux confins de la galaxie. Elle pensait qu'elle était invincible, jusqu'au jour où le plus grand mouvement de contestation de son histoire se dressa face à elle. Aujourd'hui, je vais vous narrer l'émergence d'un mouvement regroupant les opprimés d'un système décadent, la Confédération des systèmes indépendants. Le grand mouvement séparatiste, connu également sous le nom d'Alliance séparatiste et plus tard de Confédération des systèmes indépendants, qui rassembla des milliers de systèmes, trouva ses origines en -32 avant la bataille de Yavin. La République galactique fêtait ses 1000 ans d'existence, un régime prétendant être de lumineuse perfection, mais qui pourtant était vu par certains comme un régime décadent. Elle comportait de nombreuses faiblesses qui exaspéraient de nombreux mondes dans la galaxie. Son armée était inexistante, sa politique centralisée autour des mondes du noyau au détriment des nombreux peuples des mondes périphériques, une puissance diplomatique ridicule, cédant à toutes les puissances étrangères comme celle des Hutt, une corruption à peine cachée et un opportunisme insupportable préférant défendre ses petits intérêts plutôt que le bien commun qu'elle s'était pourtant jurée de protéger. Sa légitimité était de plus en plus contestée du fait des lobbies commerciaux puissants qui, au sein du Sénat, sapaient son autorité. En plus de cela, la République exerçait une pression fiscale de plus en plus insoutenable pour les peuples, notamment ceux de la bordure médiane et extérieure. En -32, la puissance des lobbies au sein du Sénat était devenue colossale. Le chancelier suprême, Phaenix Valorum, connu pour son hostilité envers les grands conglomérats, mais qui était réputé faible, décida de prendre les choses en main. Dans l'objectif de limiter l'influence des grandes puissances corporatistes, il organisa le sommet commercial d'Eriadu. Ce sommet devait sonner comme le retour de la puissance républicaine. Lors de ce sommet, les grands acteurs économiques étaient conviés, dont le plus puissant, la Fédération du commerce. Lors de cette grande réunion, les négociations furent interrompues par un violent attentat revendiqué par un groupe terroriste anti-conglomérat, le Front Nebula. Cet attentat blessa de nombreux invités et manqua de tuer le chancelier suprême. Mais la Fédération du commerce déplora quant à elle la mort de son dirigeant. Le défunt leader de la fédération qui avait accepté de parler avec le chancelier fut remplacé par un dirigeant connu pour sa hargne à peine dissimulée contre la République. Ce nouveau leader répondait au nom de Nute Gunray. Aussitôt arrivé au pouvoir, il consolida fortement son pouvoir en plaçant ses fidèles soutiens aux postes clés. Le nouveau vice-roi était déterminé à marquer l'histoire de la Fédération du commerce et à faire plier la République sur de nombreux enjeux économiques. Le chancelier suprême Valorum, profitant d'un regain de popularité et d'un état de grâce, mit en place une proposition de loi instaurant une taxation des zones de libre-échange. Cette dernière était cruciale pour la Fédération du commerce qui les fréquentait régulièrement. La proposition 31814D devint célèbre pour la forte contestation qu'elle déclencha, mais surtout pour les conséquences dévastatrices qui en découlèrent. Au Sénat, comme dans les rues de Coruscant, les débats autour de la proposition 31814D furent d'une intensité rarement vue au sein de la République avant la guerre des clones. En effet, des propagandes fusaient à tous les coins de rue, dont la plus connue est celle publiée par le vice-roi Nute Gunray. Celle-ci représentait le premier signe de la sécession à venir. La Fédération du commerce incitait ouvertement à tourner le dos à la République. La Fédération, cherchant des alliés, rencontra un mystérieux bienfaiteur, prêt à la conseiller. Cet homme, vêtu d'un long vêtement noir, répondait au nom de Dark Sidious. La Fédération du commerce, conseillée par Dark Sidious, se prépara à faire trembler la République qui, cette fois-ci, en instaurant la taxe de trop, avait déclaré la guerre à un ennemi dont elle sous-estimait l'étendue de sa puissance. Les conséquences de la nouvelle taxe arrivèrent bien assez vite.
La Fédération du commerce, lésée par cette énième taxe, entreprit des représailles que personne n'aurait pu prévoir. En conflit depuis quelques années avec la planète Naboo dans l'exploitation du plasma, la Fédération du commerce entreprit un blocus. Ce dernier avait pour objectif de faire plier la République sur les taxations, au risque de voir toute une planète souffrir. La nouvelle du blocus de Naboo eut un retentissement politique sans précédent au sein de la République. Personne n'arrivait à croire que la situation politique avait pu s'effondrer à ce point. À ce moment, tous les systèmes eurent les yeux rivés sur le chancelier suprême qui se devait de trouver une solution à un désastre politique à venir. Certains ne comprenaient pas le geste de la Fédération et d'autres voyaient le chancelier comme responsable de cette attaque. Là où une réponse ferme était attendue, la République exposa encore plus ses faiblesses. Refusant d'aider la planète Naboo, cette dernière dut se défendre par elle-même. Au sein du Sénat, un véritable incendie politique s'initia. Le chancelier suprême Féinis Valorum, accusé de corruption et de faiblesse, fut la cible d'une motion de censure de la part de la reine de Naboo, Padmé Amidala. Cela l'évinça à tout jamais de la politique. Sheev Palpatine, qui se présenta à la succession de la chancellerie, promit d'être une main ferme face aux nombreuses divisions qui grandissaient au sein de la République. Étant sénateur de Naboo, il profita d'une sympathie de la part des sénateurs qui le nommèrent en espérant qu'un homme, dont la planète fut victime de l'avidité d'un conglomérat, pourrait répondre aux nombreux enjeux à venir. La planète Naboo ressortit vainqueur de l'affrontement avec la Fédération du commerce. La planète qui fut abandonnée par la République prouva à la galaxie qu'il était possible de se défendre seul. Le vice-roi Nut Gunray fut arrêté et jugé par la justice républicaine. Les systèmes observèrent le procès et attendirent une réponse des plus fortes. Mais le vice-roi, grâce à ses relations dans les engrenages politiques de la République, ressortit libre du procès à la grande stupéfaction des observateurs. Cette décision provoqua d'immenses fractures au régime républicain. En effet, de nombreuses planètes, convaincues que la République ne les aiderait jamais, décidèrent de créer leurs propres forces armées, tout en prononçant le désir qu'il était temps pour eux de tourner le dos à cette République défaillante. De cette colère commune naquit le mouvement séparatiste. 8 années plus tard, la contestation contre la République ne s'était pas estompée, bien au contraire. Les systèmes nourrissant l'envie de quitter la République eurent enfin le moyen de s'unir pour défendre leurs intérêts. Ils trouvèrent un homme qui était prêt à les défendre contre une République corrompue et déclinante. Cet homme était le comte de Sereno, le comte Dooku. Ancien Jedi, il avait quitté les rangs de l'ordre après la mort de son padawan et ami Qui-Gon Jinn. Sur la planète Raxus, il prononça un discours retentissant et historique. Accusant la République d'être un système corrompu qui avait trahi des milliers de systèmes des bordures médianes et extérieures, il fonda un tout nouveau régime, la Confédération des systèmes indépendants. La nouvelle confédération installa immédiatement son parlement sur Raxus, et une grande armée droïde fut créée pour garantir son existence. Son fonctionnement se voulait bien plus efficace et représentatif que la République. Le Sénat séparatiste représentait l'organe législatif de la Confédération et était le centre du pouvoir. Les sénateurs avaient un pouvoir plus imposant car la ligne politique ne pouvait découler que du Parlement, garantissant ainsi que le pouvoir exécutif ne pourrait pas devenir centralisé comme l'était celui de la République. Cependant, dans les faits, le chef de l'État, qui était le comte Dooku, avait une telle influence que sa parole prévalait sur celle des sénateurs. Le chef de l'État était conseillé par le Conseil exécutif séparatiste. Les membres de ce conseil représentaient les grands acteurs de la Confédération. Il ne fut donc pas surprenant de voir que Nut Gunray, comme d'autres grands lobbies sympathisants, furent membres de ce conseil. Le dernier organe était très important puisqu'il s'agissait de l'armée, ce qui avait fait cruellement défaut à la République. Les forces armées séparatistes étaient dirigées par le commandant suprême de l'armée droïde, qui n'était autre que le général Grievous. La force militaire avait surtout un rôle d'armée d'urgence de défense ou d'opération militaire stratégique. Les systèmes membres de la Confédération devaient posséder une armée de défense. Cet organe était directement placé sous la supervision de l'exécutif. Bien que toute naissante, la Confédération ne manqua pas de moyens financiers pour réaliser son grand projet sécessionniste. En effet, les plus grands conglomérats qui avaient été lésés par la République financèrent les projets séparatistes. Parmi ces conglomérats figuraient la Fédération du commerce, le Techno-Syndicat, le clan bancaire intergalactique, la Guilde du commerce et l'Alliance des corporations. En pensant contrer une influence corporatiste, la République s'était créé un terrible ennemi prêt à la détruire. Face au risque d'une scission immense, la République ne répondit que par des dénonciations, une censure croissante des opposants et des sanctions financières. Ces mesures pathétiques n'eurent d'autres effets que d'éloigner les systèmes du régime déclinant afin de renforcer la puissante CSI.
Deux gros blocs se faisaient face, dont les tensions allaient mener vers l'embrasement galactique. En -22, le comte Dooku, qui s'était attelé à renforcer la CSI en trouvant des alliés puissants, réussit un coup de maître. Les lobbies soutenant la CSI n'avaient jamais affiché leur soutien et préféraient agir dans l'ombre comme à leur habitude. Mais cette fois-ci, tout allait changer. Les grands conglomérats, persuadés de leur victoire imminente face à une république incapable de se défendre, acceptèrent de proclamer une alliance. La Fédération du commerce fournirait les droïdes B1 et droïdes de casse. Le techno-syndicat apporterait sa puissante technologie des super-droïdes de combat B2. Quant aux autres corporations comme le clan bancaire intergalactique, la Guilde du commerce et l'Alliance des corporations, elles assureraient le financement de toutes les opérations. La CSI, devenue en quelques années la deuxième puissance galactique, était prête à renverser la République avec la plus grande puissance militaire de la galaxie. Mais la République était un colosse qui, face à la menace d'extinction, allait s'éveiller et devenir une véritable machine de guerre. La même année, le Sénat galactique était témoin de vifs débats sur la démarche à entreprendre contre la menace séparatiste. Certains sénateurs défendaient que la voie diplomatique était toujours possible, mais la grande majorité du Sénat acclamait haut et fort qu'il était temps à la République de devenir une véritable guerrière, ce qu'elle aurait dû être depuis toujours. L'affrontement final était devenu inévitable. Le Sénat accorda au chancelier suprême Chief Palpatine les pleins pouvoirs. La première mesure de la République fut la signature du décret mettant en place la Grande Armée de la République. Cette armée centralisée ne serait pas composée de droïdes mais d'hommes. Ces hommes, qui deviendront le symbole de la République et sa fierté la plus immense, sont les clones. Ces hommes surentraînés, créés sur la planète Kamino, n'eurent qu'un seul but, déployer la grande puissance de la République et mettre à genoux les systèmes qui avaient osé se rebeller face au colosse millénaire. La grande guerre des clones débuta en -22 sur la planète Geonosis, bastion séparatiste. Après un terrible affrontement qui enflamma la galaxie pendant 3 ans, la CSI fut mise à genoux. Le comte Dooku fut tué par le Jedi Anakin Skywalker, et le général Grievous, devenu chef suprême de toute la CSI, fut défait par Obi-Wan Kenobi. Il ne restait que le conseil exécutif séparatiste qui s'était enfui sur la planète Mustafar. Mais, se pensant à l'abri, le conseil fut massacré par le Seigneur Sith Dark Vador. L'ancien conseiller de la CSI, Dark Sidious, devenu maître absolu de la République dorénavant transformée en Empire Galactique, ordonna que toute la force militaire séparatiste soit démantelée. En -18, la CSI disparut, et l'Empire Galactique de son puissant poing pacifia violemment les systèmes qui refusèrent de déposer les armes. La lune d'Antar IV fut un exemple pour tous. Le Moff Wiluf Tarkin, connu pour son impitoyable fermeté, massacra toute la population et ravagea la planète. Les entreprises qui soutenaient encore la CSI furent nationalisées. Le souvenir de la CSI résidait dorénavant dans les droïdes éparpillés dans la galaxie et ses armes qui nourrissaient le marché noir pour finir dans les mains de la jeune alliance rebelle. Le rêve séparatiste continua de perdurer parmi certains peuples, qui après la fin de l'Empire Galactique en l'an 5 après la bataille de Yavin, essaya de raviver la flamme. Deux nouveaux États virent le jour, la Confédération des systèmes corporatistes et la nouvelle Union séparatiste. Cependant, leurs poids politiques restèrent minimes face à la Nouvelle République et les territoires gérés par les anciens impériaux. Ils étaient libres de la République et vivraient selon leurs règles.